espace dans lequel ils n'ont plus leur place dans des grandes villes qui sont devenues des mégalopoles. Et donc il y a de plus en plus de gens qui fuient les villes. Plutôt de gens fortunés que de gens qui vivent dehors, comme on voit à San Francisco, où il y a une pauvreté terrible. Ceux-là, ils ne partent pas, ils restent sur le béton. Ceux-là, malheureusement, ils n'ont pas les moyens de voyager, ouais, ils ne se déplacent pas, mais c'est plutôt des gens fortunés et des geeks, donc de la Silicon Valley, parce qu'ils ont découvert maintenant qu'avec, c'est sûr qu'avec le télétravail, et ça s'est accentué avec le confinement et les années Covid qu'on a connues, on peut travailler de n'importe où, tout en profitant de la Yellowstone, des randonnées dans le parc national glacier. Donc ils allient maintenant revenus économiques et qualité de vie. Et l'autre regard, alors celui des citadins américains sur ces terres de l'Ouest, pour eux c'est du passé, c'est des gens qui sont à l'écart du développement ou ça les fascine quand même encore? Alors, il y a plusieurs types de réactions. Quand j'ai voulu aller dans cette région américaine, je me suis dit quand même, je vais poster sur les réseaux sociaux pour voir si j'ai pas au moins un point de chute. Et les réactions que j'ai eues d'Américains, c'était oh là là, le Montana, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? C'est arriéré, c'est isolé, c'est surarmé, ils mangent que de la viande. Bon, c'est sûr qu'il vaut mieux pas être végétarien parce que quand même l'alimentation de base, c'est la viande de bœuf et de bison. Et donc il y a ce type de réaction, et après le mythe de l'Ouest est toujours, alors en Europe il est vivant, mais en Amérique il est vivant aussi. Hier je parlais à certains de mes camarades, là, auteurs, j'ai été interviewée par une journaliste canadienne, québécoise, et qui me disait que au Canada aussi le mythe fascine toujours, donc c'est vraiment, c'est quand même très très présent, et là ce qui est intéressant c'est que non seulement le mythe fascine, mais le mythe est toujours vivant. Et du coup, j'ai préféré écrire un livre, un récit, plutôt qu'une fiction, parce que le mythe dépasse la fiction. Vous parlez d'authenticité du Canada. Quand je suis allé au Québec il y a quelques années, j'ai voulu absolument voir un Mohican ou un Huron. On me menait dans une réserve et on m'a montré la Huronne, si j'ose dire. La fille, elle était blonde aux yeux bleus, avec des joues aussi rouges qu'une Normande. Donc, il n'y a plus beaucoup d'Indiens Hurons au Canada. Mais ceux-là, ils sont authentiques, les Indiens que vous avez vus. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un grand débat sur ce qu'on appelle blood quantum, c'est-à-dire la quantité de sang indien que vous avez dans le corps. Et ça, c'est une vraie catastrophe parce que ça divise les communautés. Et aujourd'hui, un Indien qui est blond et qui a les yeux bleus, mais qui a été élevé et à qui on a transmis la culture, il est indien, c'est son identité. Donc en fait, c'est très difficile aujourd'hui pour les Indiens d'être jugés que sur leur physique. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être moins de métissage dans certaines régions que dans d'autres, mais aujourd'hui ce qui fait vraiment l'identité, c'est la culture, l'héritage spirituel, l'héritage culturel qu'on a reçu, plutôt que la couleur de peau, parce qu'il y avait beaucoup de trappeurs français dans cette région. Bien sûr, oui. Et il y a beaucoup de patronymes. Au Canada, beaucoup. Au Canada aussi. Beaucoup de patronymes français chez les Blackfeet. Il y a des Laframboise, des Desrosiers, et voilà. Donc c'est vrai que la question de l'identité, elle est cruciale et c'est un enjeu de cohésion sociale aussi. Est-ce qu'il y a